Lors du gala de fiançailles de ma sœur Adriane, ma fille de 12 ans, Ruby, avait à peine effleuré la banquette du piano qu'Adriane traversa la pièce et claqua brutalement le couvercle du clavier. « Garde tes mains sales loin de mon piano. » Les mains de Ruby étaient propres. Adriane ne parlait pas d'empreinte digitale, elle regardait la simple robe bleue de ma fille, ses chaussures achetées dans un magasin discount, puis moi, comme si la pauvreté était quelque chose qui pouvait déteindre sur le bois poli. Ruby se leva si vite que la banquette racla le sol. Adriane lui poussa tout de même l'épaule. Ma fille heurta le bord du siège et tomba lourdement sur le marbre, un bras serré contre son côté gauche, au-dessus de la hanche. Quelques invités eurent le souffle coupé, la plupart la dévisagèrent. Le riche fiancé d'Adriane, Julien Val, baissa les yeux vers Ruby et rit. « Si tu sais vraiment jouer, dit-il, je te donnerai 7000 €. » J'étais déjà à genoux près de ma fille. Je dis exactement à Julien ce qu'il pouvait faire de son argent. Une secouriste du domaine vérifia si Ruby avait un traumatisme crânien, des difficultés respiratoires ou une perte de mobilité. Ruby était contusionnée et secouée, mais alerte et capable de se tenir debout. Ses yeux restaient fixés sur le piano. « Maman, murmura-t-elle, c'est la chanson de Birdie. » 3 jours plus tôt, notre voisine Birdie avait fait écouter à Ruby un message vocal d'un homme qu'elle avait rencontré en ligne. Il prétendait avoir composé cette mélodie pour elle, car elle capturait ce qu'elle lui faisait ressentir après des années de solitude. Ruby avait appris l'introduction à l'oreille. Adriane entendit son murmure. Pour la première fois de la soirée, ma sœur n'avait plus l'air supérieur, elle avait l'air effrayée. J'ai touché le poignet de Ruby 2 fois, notre signal pour lui rappeler qu'elle ne devait à personne une performance parfaite. « Je ne joue pas pour lui, répondit-elle. Ruby retourna s'asseoir. Les 4 premières notes métamorphosèrent la pièce. Une coupe de champagne glissa des mains de Lorraine Webb et s'écrasa sur la moquette. Estelle Price cessa de sourire. De l'autre côté du piano, Birdie s'immobilisa tant que même ses bracelets en argent s'arrêtèrent de tinter. Ruby continua de jouer. La mélodie s'éleva doucement, marqua une pause sur la même fausse note inhabituelle, puis glissa vers la petite fin que l'homme avait qualifiée de privée. Estelle prit la parole en premier, il m'a envoyé cet enregistrement. Lorraine secoua la tête. C'est impossible, Charles l'a écrite pour moi. Birdie s'avança et regarda Julien droit dans les yeux. Il s'appelait David Mercé quand il me l'a envoyé, déclara-t-elle, et 7000 €, c'est exactement ce qu'il m'a demandé de lui virer. Le sourire de Julien s'effaça. Adriane ordonna à Ruby d'arrêter de jouer, mais personne ne l'écouta. Une à une, les femmes présentes dans la salle commencèrent à déverrouiller leur téléphone. Ma sœur pensait que la pire chose que ma fille puisse faire ce soir-là était de l'embarrasser devant de riches invités. Elle ne se doutait pas que Ruby venait de faire réaliser à toute une salle de femmes qu'elles avaient toutes été courtisées par le même homme. La chanson n'avait pas seulement exposé un mensonge, elle avait ouvert une pièce remplie de victimes. Restez avec moi, car le défi à 7000 € n'était pas la blague négligente d'un homme riche. C'était la première fissure dans un secret bâti sur la solitude, la confiance et la honte. Abonnez-vous à la chaîne et suivez notre histoire pour découvrir ce que la chanson de Ruby a révélé. 3 jours plus tôt, aucune de nous ne savait que quelques notes de piano relieraient le gala de fiançailles de ma sœur au téléphone que Birdie Lang tenait dans sa main. Ruby était assise à la table de notre cuisine, ses devoirs repoussés sur le côté, notre vieux synthétiseur en équilibre sur 2 chaises de salle à manger. Son dos central avait pris la fâcheuse habitude de se bloquer au moment où elle en avait le plus besoin. J'étiquetais des cartons pour le déménagement d'un client tout en chantant depuis le plan de travail. Ruby s'arrêta de jouer et me lança le regard patient d'un professeur de musique face à un adulte difficile. « Cette note était fausse, dit-elle. Le clavier est vieux. » Le clavier joua la bonne note. Je pointai du doigt la touche capricieuse, elle nous a posé problème. Ruby appuya dessus 2 fois. Elle ne joue pas de fausses notes, maman, elle n'est juste pas d'accord avec toi. Je lui jetai un torchon. Elle l'esquiva en riant, puis se remit à jouer, tandis que je chantais encore plus faux. C'étaient les meilleurs moments dans notre maison. Pas de jugement, pas de proches pour nous comparer, et personne pour exiger de Ruby qu'elle affiche de la gratitude parce qu'on avait daigné remarquer son talent. Mon téléphone sonna. Ethan confirmait notre emploi du temps pour le week-end. Ruby resterait avec moi jusqu'au gala d'Adriane samedi, puis il viendrait la chercher dimanche matin. Il me rappela que son cahier de piano devait voyager avec elle. J'ai réussi à la garder en vie pendant 12 ans,
dis-je, et j'ai récupéré ce cahier dans ta voiture 6 fois. Ruby cria depuis la table, 7. Ethan rit doucement. Dimanche à 10 heures. Notre mariage s'était terminé 5 ans plus tôt, car nous étions de meilleurs parents dans 2 foyers séparés que des conjoints malheureux sous le même toit. Nous partagions les calendriers, les décisions scolaires, ainsi que de rares disputes concernant la voiture dans laquelle se trouvaient les affaires égarées de Ruby. On frappa à la porte. Birdie entra, portant des biscuits à l'avoine et ce gilet rouge qui, selon Ruby, la faisait ressembler à l'incarnation de Noël. Bernice Lang avait 72 ans, c'était une employée des postes à la retraite et la personne la plus proche d'une grand-mère que Ruby avait à proximité. Après la mort du mari de Birdie, je l'avais aidée à trier 43 ans de souvenirs avant qu'elle ne déménage de l'autre côté de la rue. Ruby l'avait adoptée avant même que nous nous en rendions compte. Birdie posa les biscuits. J'ai besoin d'un avis, mais je n'ai pas besoin d'une leçon de morale. Cela ressemblait exactement à ce que disent les gens juste avant d'en avoir besoin d'une. Elle sortit son téléphone. Il s'appelle David Mercer. Je l'ai rencontré lors d'une conversation en ligne animée par la Second Chapter Society. Je reconnus l'organisation d'Adrian. J'avais donné sa brochure à Birdie après le décès de son mari, car elle proposait des dîners, un soutien psychologique face au deuil, et de la compagnie sans la pression des rencontres amoureuses formelles. Birdie ouvrit un message vocal. Un homme parlait d'une voix grave et posée, expliquant que la mélodie lui était venue après leur discussion sur les soirées solitaires. Puis, un piano se mit à jouer. Ruby s'arrêta, la main tendue vers un biscuit. L'air était simple et tendre. Ruby l'écouta 2 fois, chercha les notes, se corrigea, et reproduisit le début sur notre clavier. Il y a une note étrange ici, fit-elle remarquer. Elle sonne presque juste. Birdie repassa le message. Derrière le piano, 4 notes discrètes de carillon résonnèrent pendant quelques secondes. La dernière plongeait plus bas que les autres, suivie d'une légère vibration métallique. Ruby pencha la tête. Cette horloge a besoin d'aide. Je l'avais à peine entendue avant qu'elle ne la signale. Pour Ruby, un son imparfait était comme un cadre de travers, une fois remarqué, impossible de l'ignorer. Birdie croisa les mains. David a un problème temporaire avec un compte d'investissement. Il m'a demandé si je pouvais lui prêter 7 000 € jusqu'à vendredi. La chaleur déserta la cuisine. Birdie, c'est un escroc. Son visage se durcit. J'ai demandé un avis, Gilles, pas un verdict. Un homme que tu n'as jamais rencontré t'envoie une musique romantique et te demande 7 000 €. J'ai aussi rencontré des hommes stupides en personne. La géographie n'est pas une preuve. Je me retins. Birdie n'avait encore rien transféré. Elle avait partagé ce message parce que l'histoire la dérangeait, et j'avais parlé comme si la solitude avait altéré son jugement. Je suis désolé, m'excusai-je. Tu as hésité avant d'envoyer l'argent, et ça compte. Ça compte parce qu'être seul ne me rend pas stupide. Avant que je puisse répondre, Adrian m'appela en visioconférence. Ma sœur apparut sous un éclairage parfait, arborant cette expression qu'elle réservait au moment où elle s'attendait à ce que la pièce s'organise autour d'elle. Elle nous invita, Ruby et moi, à son gala de fiançailles prévu le samedi. Julian, expliqua-t-elle, était un investisseur privé et un mécène pour les musiciens émergents. Le domaine au bord du lac possédait un piano à queue, bien qu'Adrian ait insisté sur le fait qu'il était réservé aux artistes invités. Ruby se souciait moins de l'argent de Julian que de l'instrument. Elle demanda de quelle marque il s'agissait et si la pièce restituait bien les basses. J'acceptai l'invitation parce qu'une part de moi espérait toujours qu'Adrian finirait par voir le talent de Ruby, au lieu de ne voir que mon enfant maladroite dans ses chaussures bon marché. Ruby posa 2 doigts sur mon poignet, et je lui retournai le geste. Cela signifiait qu'elle ne devait à personne une performance parfaite. Pendant qu'Adrian détaillait les attentes vestimentaires, Ruby joua doucement l'introduction de l'enregistrement de Birdie. Adrian s'arrêta de parler. Le changement dura moins d'1 seconde. Ses yeux quittèrent l'écran et son sourire impeccable se figea. Puis, prétextant une mauvaise connexion, elle mit fin à l'appel. Birdie me tendit l'email de David. Le logo de la Second Chapter Society figurait sous son message. Mon estomac se noua. J'avais recommandé le groupe d'Adrian à Birdie et à plusieurs clientes veuves parce que je le croyais sûr. Je ne savais pas encore ce que cette erreur allait coûter. Birdie ouvrit la demande de virement qu'elle avait refusé d'approuver, puis tourna l'écran vers moi.
Le montant que David réclamait n'était pas de 6 000 ou 8 000 euros. C'était très exactement 7 000 euros. Le samedi après-midi, cette demande de 7 000 euros était devenue le genre de pensée qui me suivait d'une pièce à l'autre. Birdie avait promis de ne pas envoyer l'argent, mais elle n'avait pas bloqué David. Elle disait avoir besoin de temps pour décider ce qu'elle croyait. Et après la façon dont je lui avais parlé dans ma cuisine, je savais qu'il ne fallait pas transformer mon inquiétude en une nouvelle tentative de la contrôler. Le gala de fiançailles se tenait dans un domaine historique loué, surplombant le lac Léman, dans le Wisconsin. Nous étions au début du mois d'octobre, et la température avait chuté sous les 12 degrés Celsius. À l'arrivée de Ruby et moi, le vent soufflait si fort depuis l'eau qu'il soulevait les pointes de ses cheveux. Il poussait les invités à se hâter vers l'entrée en pierre, serrant leurs manteaux et leurs châles contre eux. À l'intérieur, les préposés récupéraient les vêtements d'extérieur sous un escalier sculpté. Le grand hall était chaleureux, baigné d'une lumière douce, rempli de fleurs blanches et de conversations qui semblaient baisser d'un ton chaque fois qu'une personne importante passait. Par les fenêtres, je pouvais voir les parasols chauffants briller le long de la terrasse. Ruby lissa la jupe de sa robe bleue. Elle était simple, mais elle l'avait choisie elle-même. Je refusais de laisser ma conscience des marques de créateur la faire se sentir moins présentable. Une femme près de l'entrée complimenta la barrette argentée de Ruby, un autre invité aida Birdie avec son manteau avant même qu'elle ne le demande. Toutes les personnes riches présentes n'étaient pas cruelles, certaines portaient simplement de meilleures chaussures que les miennes. Birdie arriva en tant que membre de la Second Chapter Society, vêtue d'une robe bleu marine qu'elle possédait depuis des années, récemment cintrée à la taille. Elle tourna une fois sur elle-même pour nous la montrer, puis se pencha vers moi. Si Julien est vraiment milliardaire, la moindre des choses serait de servir un café assez chaud pour rester du café. Ruby sourit, tu pourrais lui demander 7 000 euros pour acheter une meilleure machine. Birdie lui lança un regard sévère qui dura une demi-seconde, avant qu'elle n'éclate de rire toutes les deux. Adriane évoluait dans la pièce comme si elle avait conçu non seulement la soirée, mais aussi la place de chaque personne au sein de celle-ci. Elle salua une veuve en lui demandant des nouvelles du premier semestre de son petit-fils à l'université. Elle se souvint que le défunt mari d'une autre femme collectionnait les leurres de pêche anciens. Lorsqu'un serveur s'approcha de Lorraine Webb avec un plateau, Adriane le redirigea discrètement car Lorraine était allergique aux crustacés. Les femmes s'illuminaient quand elles s'adressaient à elle. Adriane donnait à chacune l'impression de compter. Jadis, quand nous étions plus jeunes, j'avais admiré ce don. Elle pouvait entrer dans une pièce tendue, identifier exactement ce dont chacun avait besoin, et se rendre indispensable avant même le dessert. J'avais cru que cette attention était de la bienveillance. En me tenant là ce soir-là, je me demandais combien de fois j'avais confondu le fait d'être étudié avec le fait d'être aimé. Ruby repéra le piano avant même qu'Adriane ne nous voie. Il se dressait au-delà d'une arche, dans la salle de musique, noire, polie, étincelant sous un lustre. Ruby ne courut pas vers lui. Elle s'arrêta juste assez longtemps pour lire le lettrage doré au-dessus des touches, à plusieurs pas de distance. Puis, elle me regarda avec une expression qui valait toute une conversation. « On peut regarder » lui dis-je. Regarder est toujours gratuit. En nous y rendant, nous passâmes devant un couloir étroit menant à un petit bureau. À l'intérieur, une horloge sonna le quart d'heure. 4 notes brèves flottèrent par la porte ouverte. La dernière sonnait plus grave que les autres, suivie d'une légère vibration métallique. Ruby s'arrêta net. « C'est l'horloge de l'enregistrement de Birdie » murmura-t-elle. J'écoutais, mais le son s'était déjà tu. C'est similaire. Elle a la même fausse note à la fin. Beaucoup d'horloges jouent 4 notes, mais toutes ne se plaignent pas après, répliqua-t-elle, imitant le petit cliquetis métallique avec sa voix. Je croyais qu'elle avait perçu une ressemblance, mais une horloge endommagée ne prouvait pas où un enregistrement de piano avait été réalisé. Je lui dis de le garder en tête, mais de laisser tomber. Elle hocha la tête. Ruby n'entra pas dans le bureau et ne toucha pas la porte. Elle jeta simplement un dernier coup d'œil en arrière, tandis que nous continuions vers la salle de musique. Julien apparut aux côtés d'Adriane dans un costume anthracite sur mesure. Il affichait l'aisance travaillée d'un homme qui s'attendait à ce que des inconnus reconnaissent sa réussite avant même de connaître son nom. Il embrassa sa joue et parla de partenariat caritatif, sans jamais préciser ce qu'il finançait. Un jeune membre du personnel de restauration s'approcha de lui avec 2 verres. « Monsieur Kessler, votre eau pétillante. » Les yeux de Julien se durcirent. Le jeune homme se corrigea immédiatement. « Monsieur Vaille, je vous présente mes excuses.
Julien accepta le verre sans répondre. Adriane s'interposa et demanda au serveur d'aller vérifier les chauffages de la terrasse. J'aurais pu prendre cela pour une simple erreur, si un homme plus âgé près de la cheminée n'avait pas commencé à observer Julien avec insistance. Lorsque cet homme s'avança vers lui, Julien tendit son verre à Adriane et disparut dans un cercle d'invités. En attendant le voiturier à mon arrivée, j'avais remarqué le logo d'une société de location sur le pare-brise de la luxueuse voiture argentée. Louer une voiture ne prouvait rien, mais ces détails ne collaient pas avec la vie facile que Julien essayait de vendre. Je trouvai Adriane près d'un arrangement floral et lui demandai si elle avait déjà entendu parler d'un certain David Mercé. J'aurais dû attendre. J'aurais dû demander à Birdie ce qu'elle voulait que je dise. Au lieu de cela, j'ai laissé le montant exact de cette demande de virement rendre ma voix tranchante. Ton organisation vérifie-t-elle les hommes qu'elle présente aux femmes? Le sourire d'Adriane resta figé. Second chapter crée des liens communautaires. Nous ne supervisons pas les relations privées entre adultes. David a demandé 7 000 € à Birdie. Son regard glissa vers Birdie, puis revint sur moi. Je suis désolé qu'elle ait vécu une mauvaise expérience, mais des femmes adultes prennent leurs propres décisions. Toi, plus que quiconque, devrais respecter cela. La réponse était suffisamment raisonnable pour être répétée en public, et assez polie pour ne rien révéler. Elle ne demanda pas qui était David, comment Birdie l'avait connu, ni si elle avait transféré l'argent. Tu as l'air préparé à cette question, remarquai-je. Je dirige une organisation, Gilles. Je me prépare à beaucoup de questions. Ruby se tenait près d'une table de cocktail, traçant des notes silencieuses sur le bord en bois du bout des doigts. Puis, elle commença à tapoter le rythme de la mélodie de Birdie, presque trop doucement pour être entendue. Adriane, elle, l'entendit. Ses doigts se crispèrent autour du pied de son verre. Elle s'approcha de Ruby avec un sourire destiné aux personnes qui les regardaient. Le piano fait partie du programme de ce soir, dit-elle. S'il te plaît, éloigne-toi de lui à moins d'y être invité. Ruby retira sa main de la table. Je ne touchais pas au piano. J'évite juste la confusion. Je m'avançai, mais Ruby me toucha le poignet une fois, me demandant de ne pas provoquer d'esclandre. Je laissai Adriane s'éloigner, bien que chaque fibre de mon être me poussait à la suivre. Lorraine Webb vint nous saluer peu après. C'était une ancienne professeure de chimie, à la posture soignée, qui avait l'habitude d'écouter une réponse en entier avant de parler. Adriane la présenta comme l'une des membres fondatrices les plus précieuses de la société. Lorraine avait l'air plus heureuse que lors des événements précédents. Elle me confia qu'elle fréquentait un homme nommé Charles. Celui-ci comprenait les investissements et l'aidait à placer de l'argent dans une opportunité prometteuse. « Où l'avez-vous rencontré ?» demandai-je. « Par le biais de second chapter. » Avant que je puisse poser d'autres questions, Adriane appela Lorraine vers le bureau d'accueil. Des marque-places, des notes sur les allergies et des plans de table étaient étalés autour d'un ordinateur portable et de 2 porte-blocs. Je serais perdu sans Lorraine, expliqua Adriane aux invités proches. Elle vérifie chaque ligne de notre registre et repère les erreurs avant moi. Lorraine rit. 40 ans dans un laboratoire rendent n'importe qui méfiant face à une colonne mal étiquetée. Elle retourna à la table d'inscription, où plusieurs femmes portaient de fins bracelets en or à côté de leur badge. Estelle Price nous rejoignit, Ruby et moi, près de la salle de musique. Ruby fredonnait la mélodie de Birdie à voix basse. Estelle fronça légèrement les sourcils. Je connais cet air. Ruby s'arrêta. D'où? Je n'arrive pas à m'en souvenir, dit Estelle en pressant 2 doigts contre sa tempe. Peut-être une publicité, ou quelque chose qu'on m'a envoyé. Adriane appela Estelle depuis l'autre bout de la pièce avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage. Un programme imprimé du gala reposait sur une petite table. Sous le toast de fiançailles et la prestation musicale figurait le dernier point de la soirée, intitulé « Consultation sur l'héritage privé, présence sur invitation uniquement ». Je regardai de nouveau le bureau d'accueil. Chaque femme portant un bracelet en or était veuve, divorcée ou venue seule. Plus tard, en cherchant Ruby près de la salle de musique, j'entendis des voix à travers la porte entr'ouverte du petit bureau. Adriane parlait, trop bas pour que les invités dans le couloir puissent entendre. Elle connaît la chanson. Julien répondit sans hésitation, elle a 12 ans. Personne ne croira qu'elle sait quoi que ce soit. Je m'éloignai de la porte avant qu'Adriane ou Julien ne me surprennent en train d'écouter. Mon cœur battait trop fort pour le silence de la pièce autour de moi.
Elle connaît la chanson. Elle a 12 ans. Personne ne croira qu'elle sait quoi que ce soit. Leurs mots me poursuivirent jusque dans le grand hall. Je ne savais pas ce qu'ils croyaient que Ruby savait, mais leur peur avait effacé tout doute, la mélodie sur le téléphone de Birdie avait de l'importance. Je retrouvai Ruby près de la salle de musique. Le pianiste engagé avait terminé son set et discutait avec un serveur pendant sa pause. Ruby se tenait à plusieurs pas de l'instrument, observant les touches sans s'approcher. Une employée portant un badge du domaine vérifiait la housse du piano et ajustait la banquette. Ruby s'adressa à elle au lieu de toucher à quoi que ce soit. Puis-je essayer quelques notes pendant qu'il se repose, demanda-t-elle. La femme jeta un coup d'œil au pianiste, qui sourit et hocha la tête. Juste jusqu'à son retour, dit-elle. Fais attention aux pédales. Ruby la remercia et s'assit. Elle posa d'abord ses mains sur ses genoux, attendant que l'employé soulève le cylindre. Ses mains étaient propres, ses ongles étaient courts, et il n'y avait aucune marque sur la surface vernie. Elle n'avait pressé que 2 touches lorsqu'Adrian traversa la pièce. Ma sœur ne regarda pas les mains de Ruby. Elle regarda la robe bleue que nous avions achetée en solde, les chaussures noires toutes simples que Ruby portait pour les concerts de l'école, puis moi. Garde tes mains sales loin de mon piano, lança-t-elle. Sa cruauté n'avait rien à voir avec l'instrument. C'était la façon d'Adrian de faire comprendre à ma fille que les gens comme nous pouvaient entrer dans la pièce, mais qu'ils n'avaient pas le droit d'y appartenir. Ruby se leva si brusquement que la banquette racla le sol en arrière. J'ai demandé la permission. Adrian plaqua une main contre son épaule et la poussa. Ruby heurta le bord de la banquette avec sa hanche gauche, puis tomba sur le sol en marbre. Son visage se crispa alors qu'elle recroquevillait un bras au-dessus de sa hanche. Je l'atteignis avant même de réaliser que je bougeais. « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi » criai-je. Adrian recula. On lui a dit de ne pas y toucher. Je me relevai si vite que la pièce vacilla. Mes mains se levèrent. Pendant une seconde de rage pure, j'ai eu envie d'infliger à ma sœur exactement ce qu'elle venait de faire subir à mon enfant. Birdie attrapa mon avant-bras. « Ne lui offre pas une autre histoire, dit-elle doucement. Elle ne protégeait pas Adrian. Elle nous protégeait, Ruby et moi, d'une vidéo qui pourrait commencer juste après la bousculade et faire passer ma colère pour une agression gratuite. Un invité avait déjà levé son téléphone. Julien regarda Ruby à terre et se mit à rire, comme si une enfant effrayée faisait partie des animations de la soirée. « Si tu sais vraiment jouer, dit-il, je te donnerai 7000 €. L'emprise de Birdie se resserra. Ce montant atterrit entre nous avec plus de force que son rire. Elle me regarda, puis fixa Julien. Une secouriste du domaine accourut avec une trousse de premiers soins. Je m'agenouillai près de Ruby pendant que la femme lui demandait si elle s'était cogné la tête, si elle se sentait étourdie, si elle avait du mal à respirer ou si elle ressentait des engourdissements dans les jambes. Ruby répondit non à chaque question. Elle pouvait bouger sa cheville et son genou, et après un moment, elle se leva avec notre aide, bien qu'elle grimace en mettant du poids sur son côté gauche. L'employé déclara que la blessure semblait être une contusion près de la hanche, mais recommanda une évaluation médicale si la douleur s'intensifiait. Je lui dis que j'emmenais immédiatement Ruby aux urgences. Derrière nous, Adrian s'adressa sèchement au chef d'orchestre, « Fermez le piano et faites-le sortir de cette pièce. » Le musicien fronça les sourcils. « Le prochain set commence dans 20 minutes. Alors changez le programme. » Ruby l'entendit. Sa respiration se stabilisa et ses yeux passèrent d'Adrian au piano. « Elle n'a pas peur que je l'abîme, » murmura-t-elle. « Elle a peur de ce que je vais jouer. Nous partons. Laisse-moi jouer la partie qu'ils reconnaissent. Aucune performance ne vaut la peine d'empirer la situation. Ce ne sera pas une performance. Ça prendra moins d'1 minute. » La secouriste répéta que Ruby était alerte et stable, mais me rappela que la douleur pouvait s'aggraver plus tard. Tout mon instinct me hurlait encore de faire franchir la porte à ma fille. Puis, Ruby posa 2 doigts sur mon poignet. Je retournai le signal, 2 fois. « Tu n'as rien à lui prouver, » dis-je. « Tu n'as rien à prouver à Adrian. Je ne joue pour aucun d'eux. » Elle regarda vers Birdie, dont le visage avait pâli. « Je joue parce que quelqu'un dans cette pièce a peut-être besoin de l'entendre. » Je restai près de la banquette quand Ruby s'assit de nouveau. Si elle montrait le moindre signe de vertige ou de douleur aiguë, je l'arrêterais. Elle plaça ses pieds loin des pédales et posa ses mains sur les touches.
La pièce n'était plus assez bruyante pour s'y cacher. Ruby commença par les 4 notes qu'elle avait trouvées sur notre table de cuisine. Elles étaient douces, presque prudentes. Puis, ses épaules se relâchèrent, et la mélodie se déploya sous ses doigts, avec cette même tendresse patiente qui avait convaincu Birdie qu'elle n'appartenait qu'à elle. Les invités s'immobilisèrent. Un serveur abaissa son plateau. Le pianiste revint dans l'embrasure de la porte et regarda Ruby sans l'interrompre. Ruby atteignit la note inhabituelle. Elle la joua exactement comme elle apparaissait dans l'enregistrement de Birdie, légèrement fausse, d'une manière qui semblait délibérée, jusqu'à ce que la phrase qui l'entourait n'expose l'erreur. Lorraine Webb laissa tomber sa coupe de champagne. Elle heurta le bord moquetté de la pièce et roula sous une chaise. « C'est la chanson de Charles, dit-elle. » Estelle Price pressa une main sur sa bouche. « J'ai aussi reçu cet enregistrement. » Birdie s'avança. Sa voix tremblait, mais elle ne la baissa pas. « L'homme qui me l'a envoyé se faisait appeler David Mercer. Il a dit l'avoir écrite après que je lui ai raconté à quel point ma maison me semblait silencieuse la nuit. Puis, il m'a demandé 7000 €. » Les regards convergèrent vers Julien. Sa surprise disparut presque instantanément. Il laissa échapper un petit rire sec et leva les 2 paumes. C'est un échantillon musical promotionnel. Il a été créé pour la communication de second chapter. N'importe quel membre a pu l'entendre. Vous m'avez dit qu'elle vous était venue en rêve, l'interpella Lorraine. Julien regarda Adrian. Je n'ai jamais parlé à cette femme en privé. Adrian se dirigea vers les commandes de son. Arrêtez ça tout de suite, ordonna TL au technicien. Coupez le son de la salle. Ruby jouait sur un piano acoustique, il n'y avait aucun microphone à couper. Mais le technicien baissa la musique d'ambiance. Adrian pointa du doigt les invités qui tenaient leur téléphone. C'est un événement privé. Le personnel va confisquer les appareils d'enregistrement jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Personne ne bougea pour rendre son téléphone. Estelle déverrouilla le sien. L'homme qui m'a envoyé le mien s'appelait Philippe Grant, dit-elle. Il m'a assuré l'avoir composé après que je lui ai décrit mon défunt mari. Adrian tendit la main vers le téléphone, mais Estelle recula. Ruby retira ses mains des touches. Le morceau entier avait duré 52 secondes. Nous partons maintenant, lui dis-je. Estelle leva son téléphone avant que je ne puisse guider Ruby vers la sortie. Une voix d'homme commença, avec un nom différent et un message intime différent. Puis le piano démarra. Ruby se retourna dès la première phrase. Elle n'eut pas besoin d'écouter tout l'enregistrement. Ses yeux trouvèrent les miens lorsque la même note imparfaite retentit, suivie du même faible carillon de 4 notes et de la même vibration métallique en arrière-plan. Nom différent, message différent. Mais le piano faisait la même erreur, au même endroit. J'ai emmené Ruby loin du gala avant que quiconque ne puisse transformer sa douleur en un nouveau spectacle. Birdie nous suivit jusqu'à l'entrée, portant le manteau de Ruby, et promit d'appeler dès qu'elle saurait ce qui s'était passé après notre départ. Aux urgences, le médecin examina la hanche, le flanc, les pupilles, la respiration et l'amplitude des mouvements de Ruby. Le diagnostic confirma une contusion des tissus mous le long de sa hanche gauche, sans aucun signe de traumatisme crânien ou de fracture. On nous conseilla d'appliquer de la glace, de la laisser se reposer, et de revenir si la douleur s'aggravait, si elle avait des vertiges ou si elle était essoufflée. Le soulagement n'apaisa pas ma colère. Pendant que Ruby était assise à côté de moi avec une poche de glace contre sa hanche, mon téléphone se remplit de messages et de vidéos envoyés par les invités. Un extrait montrait Adrian tendant le bras vers le téléphone d'Estelle. Un autre montrait Julien insistant sur le fait que l'enregistrement était du matériel promotionnel, tandis que Birdie exigeait de savoir pourquoi une chanson publicitaire s'accompagnait d'une demande de 7000 €. Mon premier instinct fut de tout publier. J'ouvris les réseaux sociaux et commençai à taper que ma sœur avait bousculé une enfant pour protéger un criminel. Ruby observait mes mains s'activer sur l'écran. S'il te plaît, ne poste pas le moment où je tombe. Les gens ont besoin de voir ce qu'elle a fait. Je sais ce qu'elle a fait, j'y étais. Je ne veux pas que des inconnus repassent la vidéo de moi par terre. Je fermai l'application. Adrian avait déjà traité le corps de Ruby comme un objet qu'elle pouvait écarter. Je n'allais pas prétendre défendre ma fille tout en utilisant le pire moment de sa soirée sans sa permission. Tu décides de ce qui arrive à cette vidéo, lui dis-je. Tu peux montrer la partie avec la musique à Birdie et aux autres. Juste pas ma chute.
Ce fut la première fois de la nuit que je choisis autre chose que la vengeance immédiate. Birdie appela pendant que nous rentrions à la maison. Adrian avait essayé de poursuivre le toast de fiançailles, mais la salle s'était fracturée en petits groupes de discussion. Estelle et Lorraine avaient fait écouter leurs enregistrements à plusieurs femmes. Julien avait nié les connaître en privé, puis avait quitté la salle avec Adrian. Tout ce que je savais de ces quelques minutes provenait de Birdie, d'Estelle et des vidéos que les invités possédaient. J'avais emmené Ruby chez un médecin, et je ne regrettais pas d'être parti. Le lendemain matin à 8h30, Birdie, Lorraine et Estelle étaient assises autour de ma table de cuisine. Ethan avait accepté de venir chercher Ruby à 11h pour qu'elle puisse dormir plus tard. Après les urgences, elle se reposait sur le canapé, un oreiller sous la hanche, assez près pour écouter uniquement quand elle y était invitée. Personne ne savait par où commencer. Birdie remuait un café qu'elle avait oublié de sucrer. Lorraine gardait son sac à main sur ses genoux. Estelle avait imprimé plusieurs messages, bien qu'elle admette ne pas savoir si l'impression les rendait plus officiels. Birdie posa son téléphone au centre de la table. David m'appelait sa rare orchidée sauvage. Philippe m'appelait comme ça aussi, dit Estelle. La bouche de Lorraine se crispa. Charles a utilisé ces mots une fois. Mais les hommes copient de la poésie sur Internet. Estelle déplia une page. Il a aussi dit que j'avais réveillé une part de lui qu'il croyait morte. Birdie retrouva la même phrase dans ses messages. Estelle laissa échapper un rire sec. L'histoire de l'orchidée aurait dû m'alerter. J'ai tenu un magasin de fleurs pendant 38 ans, et je suis allergique aux orchidées. Birdie ajusta son appareil auditif. David savait que je travaillais pour la Poste, et il a quand même mal orthographié le nom de ma rue 2 fois. Le romantisme exige des standards. Même Lorraine sourit. Les rires n'effaçaient pas ce qui s'était passé, mais ils dissipaient suffisamment la honte pour leur permettre de continuer. Elles comparèrent les noms, David Mercé, Charles Ardan et Philippe Grant. Les photos de profil n'étaient pas identiques. Certaines montraient un homme aux cheveux gris de loin, tandis que d'autres étaient recadrées pour cacher une partie de son visage. Birdie croyait que Julien était David. Estelle affirmait que la voix au gala ressemblait à celle de Philippe, bien qu'elle ne l'ait jamais vu en appel vidéo. Le rythme des messages suivait également un schéma. Chaque homme écrivait tôt le matin, disparaissait la majeure partie de l'après-midi, et revenait tard le soir avec de fausses excuses soigneusement formulées concernant des réunions d'affaires ou des appels à l'étranger. Lorraine secoua la tête. Charles n'est pas Julien Vaille. Charles m'appelle. Il sait des choses que Julien ne pourrait pas savoir. Birdie demanda quel genre de choses il savait. Lorraine répondit à contre-cœur, Charles savait où son mari l'avait demandé en mariage, que sa fille vivait en Arizona, et qu'elle s'était disputée au sujet de la vente de la maison familiale. Il savait que Lorraine vérifiait son compte bancaire tard le soir, après avoir raté une fois un prélèvement automatique d'assurance. Les détails étaient intimes, mais aucun ne prouvait qu'ils les avaient appris par affection. Leurs histoires de détresse suivaient la même trame. David prétendait qu'un compte d'investissement avait été gelé à l'étranger. Philippe accusait un partenaire commercial de retarder un virement. Charles décrivait un problème de conformité temporaire. Birdie prononça le montant la première, et Estelle le répéta, 7 000 €. Birdie avait refusé. Estelle avait repoussé l'échéance jusqu'à ce que Philippe cesse de répondre. Lorraine baissa les yeux quand nous lui demandâmes ce qu'elle avait fait. Je les lui ai envoyés il y a 6 semaines. Il m'en a rendu une partie. Ce que les escrocs ne font pas. Je voulais lui expliquer comment le fait de rendre une petite somme pouvait instaurer la confiance pour une demande plus importante, mais je gardais un ton neutre. Qu'a-t-il demandé après ça? Rien que je n'ai accepté. Ce n'était pas une réponse, mais la poussée dans ses retranchements ferait de Charles la personne qui respectait ses choix, et de nous celle qui les lui enlevait. Estelle fit écouter son enregistrement en premier. Ruby demanda la permission d'écouter attentivement. Birdie diffusa le sien ensuite. Lorraine résista, puis ouvrit le message de Charles et permit à Ruby de l'entendre. Ruby écouta les 3, 2 fois. Je ne peux pas vous dire qui les a envoyés. Je peux seulement vous dire ce que j'entends. Elle joua la phrase d'introduction, y compris la note mal placée. On dirait que c'est la même performance copiée dans 3 messages. Le timing est identique, la fausse note est la même, et le carillon en arrière-plan se déclenche au même endroit. Ruby ne prétendit pas tracer les fichiers ou identifier les expéditeurs.
Elle nous montra simplement que 3 hommes n'avaient pas joué la même mélodie par pure coïncidence. Je me tournai vers Birdie. Je te dois des excuses. Quand tu m'as montré la demande de David, j'ai agi comme si je devais te sauver de ton propre jugement. Tu as agi comme si le fait d'être seul m'avait rendu stupide. Je sais. Tu as remarqué que quelque chose n'allait pas, et tu es venu nous voir. J'aurais dû t'écouter sans te prendre de haut. Birdie soutint mon regard, puis hocha la tête. J'accepte les excuses. Mais ne transforme pas ça en Giles Parker volant au secours de vieilles dames sans défense. Je n'ai pas besoin d'une héroïne. J'ai besoin de personne pour comparer nos informations. Lorraine se leva et attrapa son sac à main. Ma relation n'est pas la même que la leur. Birdie ne lui barra pas la route. Alors aide-nous à comprendre ce qui la rend différente. Charles savait des choses que je n'ai jamais publiées nulle part. En as-tu parlé à second chapter, demandai-je. Lorraine fronça les sourcils. Il y avait un long questionnaire de compatibilité à l'inscription. Adrian a dit que ces détails aidaient à protéger les membres et à créer des rencontres appropriées. Estelle sortit une pochette de bienvenue pliée de son sac. Avant que nous puissions l'examiner, le téléphone de Birdie sonna. Gloria Bennett, un autre membre de la société, avait vu une vidéo d'un invité du gala. Birdie mit l'appel sur haut-parleur, après lui en avoir demandé l'autorisation. Gloria raconta qu'un homme, rencontré via la société, lui avait demandé de l'argent après plusieurs semaines d'échanges privés. Elle n'avait jamais parlé de cette demande à Adrian et n'avait pas répondu à l'homme. Le lendemain matin, Adrian l'avait appelé pour lui dire de ne pas avoir peur. Elle lui avait expliqué que ce montant n'était qu'un exercice de confiance temporaire, et que les femmes prudentes devaient parfois prendre un petit risque émotionnel. La voix de Gloria tremblait dans le haut-parleur. Je n'ai jamais dit à Adrian ce qu'il m'avait demandé. Alors comment votre sœur a-t-elle pu m'appeler le lendemain matin pour me dire de ne pas avoir peur de ce montant exact? Après que Gloria eut raccroché, aucune de nous ne parla pendant plusieurs secondes. Sa question restait suspendue dans la cuisine. Adrian connaissait la somme que l'on avait demandé à Gloria de transférer, même si Gloria n'avait jamais signalé cette conversation privée. Cela signifiait que l'information avait voyagé dans l'une de ces deux directions, soit l'homme l'avait dit à Adrian, soit Adrian savait ce qu'il prévoyait de demander avant même qu'il ne le fasse. Birdie ouvrit le placard où je rangeais le papier pour l'imprimante, et plaça son dossier de bienvenue second chapter à côté de celui d'Estelle. Lorraine resta près de la porte, son sac à main sur une épaule. Je ne vous donnerai pas les messages privés de Charles, prévint-elle. Je ne te les demande pas, répondis-je. Je veux juste comparer les formulaires que chacune de vous a remplis en rejoignant l'association. Lorraine regarda Birdie et Estelle avant de se rasseoir. Elle sortit un dossier plié de son sac. Contrairement à Birdie, elle avait conservé chaque page dans l'enveloppe d'origine. La couverture décrivait le document comme un profil de compatibilité et de planification du bien-être. La première section portait sur les loisirs, la musique préférée, les préférences de voyage, et demandait si la candidate préférait les soirées tranquilles ou les rassemblements sociaux. Ces questions semblaient inoffensives. Les pages suivantes étaient différentes. La candidate était-elle propriétaire ou locataire de son logement? Quelle en était la valeur estimée? Avait-elle une assurance vie? Qui détenait sa procuration médicale ou financière? À quelle fréquence ses enfants lui rendaient-ils visite? Des membres de sa famille vivaient-ils à une distance raisonnable en voiture? Était-elle à l'aise avec les services bancaires en ligne? Envisagerait-elle de voyager à l'étranger avec un futur compagnon? Estelle trouva une autre question vers le bas de la page, décririez-vous vos enfants adultes comme soutenants, protecteurs ou excessivement impliqués dans vos décisions privées? Birdie se pencha par-dessus son épaule. Ce n'est pas une question de rencontre amoureuse. C'est une étiquette de mise en garde. Je me souvins qu'Adrian avait expliqué certaines de ces questions lors d'un dîner communautaire. Elle avait affirmé que les veuves méritaient des rencontres conçues pour respecter leur sécurité, leur indépendance et leurs besoins émotionnels. Je l'avais admiré d'avoir pensé au-delà des plats et des passe-temps préférés. À présent, ces mêmes questions ressemblaient à un mode d'emploi pour cibler celles qui pouvaient être approchées sans risque d'interférence immédiate. La partie la plus douloureuse fut de voir ma propre écriture sur la page des contacts d'urgence de Birdie. Je l'avais aidé à la remplir après lui avoir recommandé la société. J'ai donné ton nom, dis-je. Je t'ai dit que cet endroit était sûr. Tu as donné des informations que tu croyais exactes, répondit Birdie.
Adriane est responsable de ce qu'elle en a fait. Ça n'efface pas le fait que c'est moi qui ai envoyé des gens vers elle. Non. Mais la culpabilité n'est utile que si elle t'aide à mieux te comporter. Sinon, c'est juste une autre façon de te placer au centre de l'attention. Les mots de Birdie firent mal, car ils étaient vrais. Je copiai les pages que chaque femme avait choisi de partager, puis leur rendis les originaux. Nous avons noté d'où venait chaque document et à qui il appartenait. Je ne voulais pas que quiconque puisse prétendre plus tard que j'avais volé des dossiers dans le bureau d'Adriane ou inventé des formulaires qui n'avaient jamais existé. En fouillant dans ses emails pour retrouver le questionnaire original, Birdie trouva son message de bienvenue. Sous le logo de la société figurait un code de membre. C'est celui qui figurait sur la demande de virement de David, remarqua-t-elle. Elle ouvrit l'email contenant les instructions de paiement. La ligne de référence indiquait SCEW14BDEM7. L'email de bienvenue d'Estelle affichait un numéro de groupe différent. Sa demande de paiement contenait le même numéro, suivi de PGE7, ce qui correspondait aux initiales de Philippe Grant et au montant demandé. Lorraine fixa son propre code pendant un long moment, SH09NOVEC2. Elle ouvrit son application bancaire, mais garda le téléphone près d'elle. « Je vais vous montrer les transactions pertinentes, dit-elle. Rien d'autre. C'est ton droit, lui assura Birdie. 6 semaines plus tôt, Lorraine avait transféré 7 000 € vers un compte que Charles avait décrit comme un service de dépôt fiduciaire temporaire. 3 jours plus tard, il lui avait renvoyé 500 €, justifiant cela comme une distribution anticipée. Une autre ligne apparaissait sous le montant retourné, 285 € avaient été versés à Second Chapter Consulting pour une révision de planification privée. J'ai approuvé ces frais, précisa Lorraine. Charles m'a dit que la société de conseil d'Adriane organiserait les documents de conformité. L'adresse de l'entreprise n'était pas le domaine où le gala avait eu lieu. C'était une boîte postale figurant sur la page de contact public de la Second Chapter Society, utilisée par le bureau d'Adriane. Ce paiement ne prouvait pas qu'Adriane savait que Charles utilisait une fausse identité. Il prouvait, en revanche, que de l'argent avait circulé depuis le compte de Lorraine vers une entreprise liée à ma sœur, immédiatement après le premier transfert de 7 000 €. Je pris en photo uniquement les 2 lignes que Lorraine m'autorisa à enregistrer. À midi, j'avais dressé une liste de 5 clientes veuves que j'avais précédemment orientées vers la Second Chapter Society. 2 d'entre elles m'assurèrent qu'aucun homme ne leur avait jamais demandé d'argent. Une troisième admit avoir reçu des messages romantiques, mais avait coupé court à la conversation lorsque l'homme avait refusé un appel vidéo. Une autre me demanda d'arrêter de l'appeler, m'expliquant qu'Adriane avait prévenu les membres que des proches jaloux pourraient tenter de détruire de nouvelles relations saines. La 5e femme ne répondit pas. J'appelai 2 fois, puis envoyai un message lui demandant seulement si elle était en sécurité, sans exiger d'informations personnelles. Le message s'afficha comme distribué, mais resta non lu. J'imaginais toutes les raisons possibles, d'une batterie de téléphone déchargée à une femme assise seule avec pour consigne de ne faire confiance à personne remettant en question son nouveau compagnon. Je me forçais à ne pas transformer son silence en la preuve d'une tragédie qui ne s'était pas produite. Ruby nous rejoignit après s'être reposée. Elle portait sa poche de glace sous un bras et nous demanda si nous voulions entendre quelque chose provenant de mon propre téléphone. Des mois plus tôt, Adriane m'avait laissé un message vocal depuis son bureau pour me rappeler une collecte de fonds de la société. Ruby l'avait entendu en cherchant un enregistrement qu'Ethan lui avait envoyé pour sa leçon de piano. Elle joua le message. La voix d'Adriane emplit la cuisine. À mi-chemin, 4 notes discrètes retentirent derrière elle. La dernière note plongeait plus bas que les autres, suivie d'une brève vibration métallique. Birdie releva la tête. C'est le son derrière l'enregistrement de piano de David. Ça y ressemble, dis-je. Mais ça ne prouve pas que la chanson a été enregistrée là. Ruby acquiesça. Ça prouve seulement que la même horloge cassée se trouvait près des 2 enregistrements. À moins qu'il n'y ait 2 horloges cassées exactement de la même manière. Je fouillais les pages publiques de la Second Chapter Society au lieu de tenter d'accéder à un compte privé. Adriane avait publié des dizaines de vidéos promotionnelles filmées depuis son bureau. Dans l'une d'elles, elle se tenait à côté d'une bibliothèque, expliquant comment la compagnie protégeait le bien-être émotionnel après un deuil. À la fin de la vidéo, l'horloge du bureau sonna son quart d'heure. La 4e note sonna légèrement faux, et le métal vibra à l'intérieur du boîtier. La caméra pivota lorsqu'Adriane marcha vers son bureau, révélant brièvement un piano électronique sous la fenêtre.
Personne autour de la table ne qualifia cela de preuve absolue. Une horloge pouvait être déplacée. Un enregistrement pouvait être diffusé via des haut-parleurs. Quelqu'un d'autre aurait pu utiliser le bureau sans qu'Adriane le sache. Ce n'était qu'un lien de plus qu'elle n'avait jamais révélé. Je continuais de vérifier uniquement les registres publics et les informations des entreprises impliquées dans le gala. Le domaine au bord du lac appartenait à une société de location d'espaces événementiels. Le piano à queue avait été livré pour le week-end par un fournisseur d'instruments de musique. La voiture argentée de Julien apparaissait dans le catalogue en ligne d'une agence de location de luxe. Pendant un instant, ces découvertes furent satisfaisantes. Le manoir, le piano et la voiture étaient tous des accessoires. Mais Birdie m'arrêta avant que la satisfaction ne se transforme en mépris. « J'ai loué ma robe de mariée », fit-elle remarquer. « Tu loues ton utilitaire de travail. Il n'y a rien de malhonnête à utiliser quelque chose qui ne t'appartient pas, je sais. Alors dis quel est le vrai problème. » Je regardais les photos du gala. Julien s'était tenu devant le manoir et avait parlé comme si cela représentait sa vie permanente. Adriane s'était servi du piano pour séparer les invités dignes de ce nom des personnes qu'elle jugeait inférieures. « Le problème n'est pas qu'ils aient loué ces choses, répondis-je. Le problème, c'est qu'ils s'en sont servis pour faire croire à des personnes vulnérables que leur richesse les rendait dignes de confiance. » Birdie approuva. C'est toute la différence. La pièce jointe de son email contenait un dernier détail, visible pour elle en tant que destinataire. Le fichier du piano avait été téléchargé 11 jours avant que Julien ne lui dise l'avoir composé et enregistré seul, lors d'une nuit à Paris. La date n'identifiait ni celui qui avait joué la musique, ni celui qui l'avait jointe au message. Elle prouvait simplement que l'histoire romantique de Julien sur sa création était fausse. Ruby relança la vidéo du bureau. 4 notes sonnèrent derrière Adriane. La dernière note tomba légèrement à plat, et le métal à l'intérieur de l'horloge trembla. Le même carillon endommagé de quart d'heure habitait à la fois la vidéo du bureau d'Adriane et une chanson d'amour que Julien prétendait avoir enregistrée seul à Paris. Le lundi matin, le carillon endommagé de la vidéo du bureau d'Adriane était devenu un son que je n'arrivais pas à chasser de ma tête. J'avais imprimé les profils des membres que Birdie, Lorraine et Estelle avaient choisi de partager, ainsi que les références des virements et les 2 lignes du relevé de Lorraine. Je m'étais promis de poser des questions. En réalité, je voulais qu'Adriane voie ses papiers et perde le contrôle. Je conduisis jusqu'au bureau de la Second Chapter Society sans prévenir. Ruby était à l'école, et Birdie croyait que je passais la matinée à organiser des documents. Je ne lui avais pas dit où j'allais, car je savais déjà ce qu'elle me dirait. Le bureau d'Adriane occupait le 2e étage d'un bâtiment en briques rénové. L'espace d'accueil affichait des photos de femmes souriantes lors de dîners, de croisières sur le lac et d'ateliers sur le deuil. Un slogan encadré promettait « Des liens sans jugement ». Adriane sortit de son bureau privé et regarda les papiers que je tenais à la main. « Tu aurais dû prendre rendez-vous. Tu étais au courant des demandes de 7 000 €. Son expression resta impassible. Baisse d'un ton. Je posai les profils sur le bureau de la réception. Tu as demandé à des veuves combien valait leur maison, si leurs enfants vivaient près de chez elles et qui géraient leurs finances. Puis, des hommes utilisant de faux noms ont répété ces détails privés et leur ont demandé la même somme. Adriane passa devant moi et appuya sur un bouton près de la porte de son bureau. Une lumière s'alluma sous la caméra de sécurité, au-dessus de l'accueil. Tout ce qui se passe dans ce bureau est désormais enregistré, annonça-t-elle. Veuillez préciser si vous êtes venu ici pour me menacer ou pour interférer avec mes membres. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air patiente. J'aurais dû comprendre ce qu'elle était en train de faire. Au lieu de cela, j'ai haussé la voix. Tu as bousculé ma fille parce qu'elle a reconnu la chanson que tu utilisais. J'ai éloigné une enfant d'un instrument après qu'elle a ignoré mes consignes. Tu as porté la main sur elle. Et tu as perturbé ma fête de fiançailles, accusé mon fiancé d'un crime, et encouragé les invités à filmer une mineure. La réceptionniste s'arrêta de taper. Une femme qui patientait près de la fenêtre nous regarda tour à tour. Adriane gardait les mains croisées et la voix basse, tandis que je me tenais au-dessus d'un bureau couvert de papier, parlant assez fort pour tous les micros de la pièce. Julien apparut sur l'écran du bureau d'Adriane, lors d'un appel vidéo. Son visage était calme, et le mur derrière lui était vide. Le morceau de piano est un outil marketing sous licence, déclara-t-il. Il a été partagé à travers différents messages de prospection.
La répétition n'en fait pas une fraude. Vous êtes-vous appelé David Mercé, Charles Ardant et Philippe Grant? Vous lancez des accusations basées sur des conversations que je n'ai pas vues. 3 femmes ont entendu votre voix. Vous avez utilisé une enfant de 12 ans pour créer un buzz autour d'une querelle familiale. Continuez à tenir des propos diffamatoires ou à diffuser son image, et mes avocats réagiront. Je n'ai jamais publié la chute de Ruby. Cette nuance n'aura aucune importance si vous continuez à utiliser son talent comme une arme. Cette phrase frappa fort, car elle s'approchait d'une vérité que je redoutais. J'avais protégé Ruby de la vidéo de sa chute, mais j'avais tout de même emmené sa musique dans chaque conversation pour prouver que j'avais raison. Adrian ouvrit la porte du bureau. Tu dois partir. Je rassemblai les papiers, mais la colère m'empêcha de partir en silence. Tu as construit un endroit où des femmes seules t'ont confié ce qui leur faisait mal, et quelqu'un a transformé ses réponses en mode d'emploi. Adrian regarda directement la caméra. Ma sœur en veut à cette organisation depuis des années. Elle pense que toute personne ayant de l'argent la méprise, et maintenant, elle apprend à sa fille à mettre en scène cette rancœur en public. J'ai voulu répliquer, mais la femme qui attendait avait levé son téléphone. Adrian avait transformé la pièce en une scène où chaque mot supplémentaire jouait en sa faveur. Je suis parti avant de lui en donner davantage. 3 heures plus tard, la Second Chapter Society publia un communiqué officiel. Il décrivait le gala comme une célébration familiale privée, perturbée par une proche agissant par ressentiment de classe. Adrian écrivait que Ruby avait été manipulée pour jouer une mélodie promotionnelle afin de créer un faux scandale. Elle ajoutait que si Julian avait fait un mauvais usage des informations des membres, il l'avait fait à son insu et l'avait trompée, elle aussi. La vidéo jointe commençait après la chute de Ruby sur le sol. Elle me montrait en train de crier, Adrian reculant, et Birdie me retenant par le bras. La bousculade manquait. Il manquait aussi le moment où Adrian disait à Ruby de garder ses mains sales loin du piano. Pour quiconque ne voyait que ces quelques secondes, je passais pour la personne arrivée prête à en découdre. Les commentaires se propagèrent plus vite que les vidéos de rectification que les invités tentèrent de publier. Des inconnus qualifiaient Ruby d'actrice. Une personne avait ralenti l'extrait où elle marchait vers le piano et affirmait qu'elle n'était pas blessée car elle ne boitait pas assez. Une autre écrivait que les enfants talentueux n'avaient pas besoin de leur mère pour fabriquer des scandales. Je trouvais Ruby assise par terre, près de notre vieux synthétiseur. Le couvercle était fermé. Elle avait vu les commentaires sur le téléphone d'une camarade de classe avant que la direction de l'école ne me convoque. Elle ne pleurait pas en me le racontant, cela rendait la chose encore pire. Je ne veux plus jouer, avoua-t-elle. À chaque fois que je touche un piano, les gens écoutent juste pour décider qui ment. Je m'assis à côté d'elle, prenant soin de ne pas tendre la main vers le clavier. Je suis allé au bureau d'Adrian ce matin. Ruby me regarda. Birdie t'a dit d'y aller. Non. Je l'ai fait parce que j'étais en colère, et je pensais que forcer Adrian à admettre quelque chose réparerait ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle l'a admis? Non. Elle m'a enregistré en train de perdre mon sang-froid et s'en est servi contre nous. Ruby posa son front sur ses genoux. Je t'ai protégé au gala, continuai-je, mais aujourd'hui, je me suis battu d'une manière qui t'a de nouveau exposé aux inconnus. Je suis désolé. Tu avais dit que tu ne posterais pas ma chute. Je ne l'ai pas fait. Mais ça n'a pas suffi. J'ai quand même laissé la dispute devenir plus bruyante que ce dont tu avais besoin. Je ne lui dis pas que j'avais agi pour elle. Cela aurait donné plus d'importance à mes intentions qu'au mal que j'avais causé. J'appelai Ethan et lui racontai toute la vérité, y compris la visite que j'avais cachée à Birdie. Il ne m'accusa pas d'avoir tout gâché. Ruby peut venir ici ce soir, dit-il. Je contacterai l'école, je garderai son téléphone quelques jours. Et je m'assurerai que ses professeurs ne discutent pas de la vidéo en classe. Elle peut garder son emploi du temps normal. Nous devons convenir qu'elle en a fini avec les réunions et les interrogatoires. Elle n'était jamais censée y être mêlée. La correction était douce, mais je la reçus. Lorsqu'Ethan arriva, il emballa le cahier de piano de Ruby sans le mettre sur le dessus, là où elle aurait été obligée de le voir. Il lui rappela qu'elle n'était pas obligée de répondre au message et que le silence n'était pas un aveu de culpabilité. Ruby me serra dans ses bras avant de partir, mais elle n'ouvrit pas le clavier. Birdie et Estelle passèrent dans la soirée. Elles ne m'accusèrent pas de m'être laissé piéger par Adrian lors de la confrontation.
Tu y es allé parce que tu voulais être celle qui la démasquait, déclara Birdie. Je voulais qu'elle arrête. Tu voulais qu'elle arrête devant toi. Ce n'est pas la même chose. Estelle posa 3 dossiers sur ma table. C'est nous dont les messages et les comptes ont été utilisés. Laissez-nous décider comment nous répliquons. Je m'excusai. Birdie accepta mes mots sans prétendre que l'erreur avait disparu. Les femmes décidèrent de contacter leur banque, les plateformes où les messages avaient commencé, et le Bureau de protection des consommateurs de l'État, en utilisant leur propre nom et leur propre compte. Je proposai de faire des copies et de dater les documents uniquement lorsqu'elles me le demanderaient. Birdie ouvrit son ordinateur portable et soupira face à l'écran du mot de passe. J'ai survécu au téléphone à cadran, au fax, et à 3 changements de mot de passe bancaire. Un homme qui envoie le même discours sur les orchidées à 3 femmes n'est pas un génie de la technologie. Estelle la corrigea, 4 femmes. Gloria a aussi eu droit au discours sur l'orchidée. Alors il a encore moins de talent que je ne le pensais. Le rire fut bref, mais il leur appartenait, plutôt qu'à ceux qui s'étaient moqués d'elle. Lorraine ne se joignit pas à nous. Elle envoya un message disant que Charles devait subir une opération d'urgence à l'étranger et qu'il avait besoin qu'elle prouve sa confiance avant que l'hôpital ne débloque les fonds pour le traitement. Estelle effectua une recherche publique sur la photo de l'hôpital. La même image apparaissait dans un article de presse vieux de 4 ans concernant un tout autre patient. Nous envoyâmes le lien à Lorraine sans la traiter de stupide. 10 minutes plus tard, elle répondit avec une capture d'écran d'un virement programmé. Le montant était de 94 000 €. L'heure d'exécution, 9h15 le lendemain matin. Lorraine écrivit, si Charles ment, arrêtez-moi. S'il dit la vérité, je ne vous le pardonnerai jamais. Lorraine m'appela à 7h42 le mardi matin. Sa voix était maîtrisée, mais je pouvais entendre du mouvement derrière elle, des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, comme si elle pouvait chasser la peur de sa maison en la rangeant. Je n'ai pas annulé le virement, dit-elle, mais je veux que toi et Birdie veniez avant que je ne décide. Je ne lui dis pas ce qu'elle devait faire. Je lui dis que nous serions là dans 20 minutes. Ruby était déjà chez Ethan. Il avait contacté son école, pris des dispositions pour que les professeurs recadrent les questions sur la vidéo du gala, et retiré les réseaux sociaux de son téléphone pour quelques jours. Avant mon départ, il m'appela pour confirmer que Ruby assisterait au cours, que le piano resterait facultatif, et qu'aucun adulte ne l'impliquerait dans une réunion, une interview ou une confrontation. Elle a déclenché tout ça en reconnaissant un son, dis-je. Elle n'a pas à terminer ce que les adultes en ont fait. C'est la première chose sensée que l'un de nous puisse lui promettre, répondit Ethan. Il n'y avait aucune suggestion selon laquelle Ethan et moi étions en train de reconstruire notre mariage. Nous ne faisions que protéger notre fille et aller jusqu'au bout. Lorraine vivait dans une maison de plain-pied en briques, dont le couloir était recouvert de photographies encadrées. Sur presque chaque image, elle posait aux côtés de son défunt mari, Walter. Il riait sur la plupart d'entre elles. Charles en avait appris suffisamment sur ces photos pour faire croire à Lorraine qu'il comprenait ce que la perte de Walter lui avait arraché. Elle nous fit entrer, Birdie et moi, dans la salle à manger. Son ordinateur portable était ouvert à côté d'un bloc-notes jaune. En haut de la page, elle avait noté l'heure du virement, 9h15. Charles savait que Walter m'avait demandé en mariage près d'un évier de laboratoire de chimie parce que le restaurant avait perdu notre réservation, raconta Lorraine. Il savait que Walter m'appelait le professeur quand j'étais têtu. Il savait que je dors toujours sur le côté droit du lit. Lui as-tu dit tout ça, demanda Birdie. En partie. Pas tout d'un coup. L'as-tu dit à second chapter? Lorraine regarda vers l'ordinateur portable. Le questionnaire sur le deuil interrogeait sur les traditions, les surnoms privés, les problèmes de sommeil et les souvenirs. Je voulais qu'un futur partenaire les respecte. Adrian a dit que ces détails évitaient les rencontres insensibles. Chaque fait intime remontait à un formulaire, une conversation ou un événement de la société. Ses propres souvenirs avaient été collectés pour lui être resservis avec la voix d'un autre homme. Birdie posa son téléphone à côté de celui de Lorraine. David a envoyé ça après que j'ai remis en question les 7 000 €, dit-elle. Écoute seulement comment il raconte l'histoire. La voix de David expliquait qu'un compte avait été bloqué parce qu'un associé n'avait pas rempli un formulaire de conformité à l'étranger. Il marqua une pause avant de dire qu'il détestait demander de l'aide à une femme qu'il respectait. Puis, le piano commença. Lorraine fit jouer le dernier message de Charles.
Son urgence concernait des frais d'hôpital plutôt qu'un compte d'investissement, mais le rythme était identique. Il marquait une pause au même endroit, baissait la voix sur le mot « confiance » et laissait la même mélodie de piano combler le silence qui suivait. Birdie repassa le message de David. Les deux hommes prenaient même la même inspiration avant de déclarer qu'ils comprendraient si ces femmes avaient besoin de temps. Lorraine retira ses lunettes. Charles n'a jamais utilisé le nom de David. Non, répliqua Birdie. À la place, il a utilisé les souvenirs de ton mari. Je m'assis en face de Lorraine et lui dis la partie qui me donnait envie de détourner le regard. J'ai recommandé second chapter à Birdie et à d'autres femmes. J'ai vanté l'attention qu'Adrian portait aux détails. Quand tu as vu mon nom lié à la société, cela a peut-être rendu les choses plus sûres à tes yeux. Lorraine ne me rassura pas, oui, dit-elle. Ça l'a fait. Je suis désolé. Je te donnerai tous les documents que j'ai, mais je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. Ses yeux revinrent à l'heure du transfert, 8h31. Que se passera-t-il si je l'arrête et que Charles est vraiment à l'hôpital? Alors tu pourras décider quoi faire une fois que quelqu'un aura vérifié l'hôpital et le patient de manière indépendante, répondit Birdie. Une vraie urgence n'exige pas que tu ignores toutes tes questions. Lorraine prit son téléphone, puis le reposa. Je gardai les mains sur mes genoux. Prendre l'appareil ou parler à la banque à sa place aurait répété la même insulte que nous essayions de défaire, l'idée que la peur la rendait incapable de prendre une décision. À 8h46, Lorraine composa le numéro imprimé au dos de sa carte bancaire. Elle saisit ces informations, répondit aux questions de sécurité et demanda le service des fraudes, avec sa propre voix. La spécialiste vérifia le virement et demanda si Lorraine avait rencontré le destinataire ou confirmé l'urgence de manière indépendante. Lorraine répondit sans essayer de cacher sa peur. Je crois que j'ai pu être manipulée via une relation, dit-elle. Je veux que le transfert soit arrêté pendant que la banque l'examine. La spécialiste plaça une suspension temporaire sur le virement de 94 000 €. Elle ne promit pas que l'argent était définitivement en sécurité, et elle ne prétendit pas que quelqu'un serait arrêté. Elle conseilla à Lorraine de ne pas approuver de nouvelles instructions, de ne pas envoyer de fonds via une autre institution, et de ne pas avertir le destinataire que la banque examinait la transaction. Lorraine ferma les yeux une fois la suspension confirmée. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était éloigné d'une falaise et qui, seulement alors, comprenait la hauteur de la chute. La banque examina son précédent transfert de 7 000 € pendant qu'elle restait en ligne. La majeure partie était passée par une société intermédiaire. Une somme plus petite avait été redirigée en tant que frais de service vers Second Chapter Consulting. Lorraine ouvrit le détail de la transaction et trouva le même code de référence que nous avions vu auparavant. Charles avait décrit ses frais de conseil comme de la paperasse d'investissement de routine. Adrian s'est assise dans cette pièce, lâcha Lorraine. Elle a bu le café de Walter parce que je n'avais pas réussi à le jeter. Je lui ai expliqué pourquoi cette boîte ridicule comptait pour moi. Sa voix se brisa pour la première fois. Elle ne pleurait pas d'abord pour l'argent, elle pleurait parce que ses souvenirs de Walter étaient devenus le matériau du scénario d'un étranger. Birdie approcha sa chaise, mais ne la toucha pas avant que Lorraine ne cherche sa main. La spécialiste des fraudes lui demanda de conserver les messages, les enregistrements, les relevés de virements et les documents de la société, puis de déposer plainte via la banque et les services de protection des consommateurs. Elle ne nous demanda pas de contacter Charles ni de lui tendre un piège. Après l'appel, Lorraine fixa le nom de sa fille sur son téléphone. Elle m'avait mise en garde contre les relations en ligne. Je lui ai dit qu'elle me traitait comme une vieille femme incapable de prendre des décisions. C'est toujours toi qui prends cette décision, dis-je. Tu peux lui en dire autant ou aussi peu que tu le souhaites. Lorraine appela. Sa fille répondit à la deuxième sonnerie. Lorraine expliqua la suspension, le transfert de 7 000 € et les messages. Elle s'attendait à de la colère. Au lieu de cela, sa fille lui demanda quel type d'aide lui serait utile à cet instant. Lorraine couvrit sa bouche. Elle demanda à sa fille de venir ce soir-là, de s'asseoir avec elle pendant qu'elle changerait ses mots de passe, et d'éviter d'appeler Charles depuis un autre téléphone. Sa fille accepta, sans exiger le contrôle des comptes. En début d'après-midi, Lorraine avait sauvegardé des copies des messages et commencé un dossier pour les documents qu'elle possédait. Birdie classait les fichiers tout en se plaignant que les escrocs l'avaient finalement obligé à comprendre comment fonctionnait le stockage sur le cloud. Je savais que les ordinateurs deviendraient insupportables quand ils ont arrêté d'avoir un vrai bouton on-off, marmonna-t-elle.
Lorraine esquissa presque un sourire. À 15h17, les 3 femmes reçurent le même email d'Adriane. L'objet annonçait un petit déjeuner du cercle des fondatrices pour le jeudi matin. Adriane écrivait que des rumeurs destructrices menaçaient une communauté bâtie pour l'indépendance des femmes. Les membres étaient invités à venir entendre la vérité, signer un engagement de confidentialité, et bénéficier d'un accès prioritaire à une opportunité d'investissement privé avant que des reportages sensationnalistes ne l'endommagent. Un formulaire de confidentialité était joint. Birdie lut l'email 2 fois. Elle rassemble tout le monde dans une même pièce pour pouvoir leur livrer une seule version de l'histoire, analysa-t-elle. Ensuite, elle veut des signatures avant qu'elle ne compare ce qui s'est passé. Lorraine n'avait pas dit à Adriane que le virement était suspendu. La banque lui avait conseillé de ne pas contacter Charles, et elle comptait bien suivre ce conseil. Le mercredi laisserait aux femmes le temps de décider si elles voulaient s'y rendre, ce qu'elles partageraient, et comment elles remettraient leur dossier en privé par la suite. J'offris mon aide pratique, sans m'ériger en leader. Lorraine me transféra l'invitation d'Adriane. J'y vais, annonça-t-elle. Cette fois, je veux l'entendre raconter le même mensonge à chaque femme dans la pièce. Le mercredi matin, la salle polyvalente derrière l'église de Birdie sentait le vieux café, le nettoyant au citron, et les roulés à la cannelle qu'Estelle avait apportés. Elle affirmait qu'aucune femme ne devrait comparer les preuves d'une trahison le ventre vide. 8 femmes vinrent en personne. Gloria participa en vidéo, caméra éteinte. 2 autres envoyèrent des documents, mais demandèrent que leur nom ne soit pas prononcé en dehors de la pièce. Je disposai les dossiers à un bout de la table, puis choisis délibérément une chaise contre le mur. Birdie le remarqua. « Bien, dit-elle. Tu apprends. » Elle se tint en bout de table, non pas parce qu'elle revendiquait une quelconque autorité sur qui que ce soit, mais parce qu'elle avait convoqué la réunion et comprenait ce qu'elle devait être. Avant que nous ne comparions quoi que ce soit, chacune a le droit de dire ce qu'elle veut, déclara Birdie. Pas ce que veut sa fille, pas ce que veut Gilles, et pas ce que le reste d'entre nous considère comme étant la justice. Lorraine voulait que son virement de 94 000 € soit définitivement bloqué, et que ses 7 000 € initiaux soient examinés. Estelle voulait que les comptes de Philippe soient signalés pour qu'il ne puisse approcher aucune autre femme sous ce nom. Gloria voulait que l'organisation d'Adriane soit visée par une enquête, mais elle refusait que ses messages privés soient rendus publics. Une femme assise près de la fenêtre affirma qu'elle ne voulait ni remboursement, ni entretien, ni excuse publique, elle voulait seulement que les messages soient supprimés de son téléphone et que son nom n'apparaisse dans aucun rapport ne l'exigeant pas légalement. Personne ne la traita de lâche. Une autre femme raconta qu'elle n'avait pas transféré d'argent, mais qu'elle avait partagé des détails sur son mariage qu'elle regrettait aujourd'hui. Elle voulait quitter second chapter discrètement et en parler à son fils adulte quand elle se sentirait prête. Birdie nota chaque demande sur une feuille séparée. Le silence imposé par la honte est une chose, dit-elle. La vie privée choisie par la personne qui l'a vécue en est une autre. J'étais arrivé préparé à suggérer une déclaration commune. Je la gardai dans mon dossier. Les femmes n'étalèrent que les éléments qui leur appartenaient. Elles imprimèrent des emails envoyés à leur compte, des captures d'écran des messages reçus, des copies de leurs propres demandes de virement et questionnaires d'adhésion, ainsi que les fichiers audio stockés sur leur téléphone. Il n'y eut aucune tentative d'accéder aux appareils de Julien ou au compte privé d'Adriane. Personne ne sortit une mystérieuse clé USB ni ne prétendit savoir comment pirater un serveur. Les preuves étaient ordinaires, ce qui les rendait d'autant plus difficiles à rejeter. Différents hommes avaient entamé les conversations avec les mêmes compliments. Une femme avait été appelée le seul lever de soleil de Julien à 23h14. Birdie ajusta ses lunettes. Peut-être qu'il opérait dans un autre fuseau horaire. Estelle regarda l'horodatage. Ou alors il était trop paresseux pour changer l'heure du message. 2 femmes avaient reçu la même photo d'un plateau de petit déjeuner près de la fenêtre d'un hôtel. Dans un message, l'homme prétendait manger seul à Zurich. Dans l'autre, il affirmait avoir commandé le service d'étage à Boston avant une réunion de conseil d'administration en urgence. Les œufs ont voyagé plus vite que lui, lâcha Lorraine. Les femmes rirent. Ce n'était pas le rire qu'Adriane et Julien avaient utilisé quand Ruby était tombée. Ce rire-là ne rabaissait personne. Il renvoyait l'absurdité aux personnes qui l'avaient créé. À mesure que les histoires s'accumulaient, le schéma devenait plus clair. Les hommes changeaient de nom, de profession, de lieu et de crise. La progression émotionnelle, elle, restait presque identique.
D'abord venait l'attention bienveillante, puis un surnom privé, puis une histoire de solitude ou de trahison. Après cela venait la chanson. La première demande d'argent tournait autour de 7 000 €. Si la femme s'exécutait, une petite somme pouvait lui être retournée pour donner l'illusion que l'arrangement était légitime. La demande suivante était plus importante et liée à une crise qui décourageait toute vérification indépendante. Seules 6 femmes dans la pièce avaient reçu l'enregistrement au piano ou une demande directe de virement. D'autres avaient été invitées à des dîners privés, questionnées sur l'implication de leur famille, ou présentées à des hommes qui avaient disparu avant qu'il ne soit question d'argent. Le système n'avait pas atteint tout le monde au même stade. Mon téléphone vibra pendant que Lorraine expliquait le code de référence sur son premier virement. L'email venait d'Adriane. Elle m'écrivait que les désaccords familiaux n'auraient jamais dû devenir publics. Elle proposait de s'excuser auprès de Ruby, de payer tous les frais d'urgence et d'organiser pour elle une prestation lors d'un prestigieux événement artistique régional. En échange, je devais publier une déclaration affirmant que Julien avait abusé de la Second Chapter Society à l'insu d'Adriane. Je devais aussi convenir que les actions d'Adriane lors du gala résultaient d'un malentendu causé par son inquiétude pour le matériel loué. En bas de page, elle ajoutait qu'accepter cette offre protégerait Ruby d'une attention médiatique supplémentaire. Je lus le message 2 fois. La Gilles qui avait fait irruption dans le bureau d'Adriane l'aurait appelée immédiatement. J'aurais exigé qu'elle explique pourquoi une femme innocente avait besoin de mon mensonge public avant de s'excuser auprès d'une enfant. Au lieu de cela, je sauvegardai l'email, en exportai une copie, et posai mon téléphone à côté de Birdie. Adriane m'a envoyé une offre, dis-je. Ça implique Ruby, donc je ne répondrai pas sans en parler à Ethan. Ça mentionne aussi la société. Voulez-vous décider si cela a sa place dans vos rapports? Birdie le lut, puis passa le téléphone à Lorraine. Elle propose de payer les frais médicaux comme si cela changeait qui les a causés, nota Lorraine. Estelle pointa du doigt la phrase où Julien trompait Adriane. Elle demande à Gilles de fournir la conclusion avant que quiconque n'examine les preuves. Birdie me regarda. Tu veux y répondre? Oui. Vas-tu le faire? Non. Elle hocha la tête une fois. Alors tu apprends plus vite que je ne le pensais. Peu après le déjeuner, Lorraine reçut une notification du dossier d'événements partagés, utilisé par les bénévoles de Second Chapter. Adriane avait mis en ligne le registre du petit déjeuner du cercle des fondatrices prévu pour le jeudi matin. Lorraine aidait aux tables d'inscription de la société depuis près de 3 ans. Elle vérifiait les listes d'invités, les plans de table et les informations sur les allergies, car Adriane la félicitait souvent pour sa capacité à repérer les erreurs. Son accès était limité au matériel événementiel, mais il était légitime. J'étais censé vérifier la liste du petit déjeuner d'ici ce soir, indiqua Lorraine. Voulez-vous que je n'y touche pas? Birdie secoua la tête. Fais la tâche qu'elle t'a assignée. N'entre dans rien d'autre que ce dossier, et ne modifie pas le fichier. Lorraine téléchargea le registre sur son ordinateur portable. La première feuille contenait les noms, les heures d'arrivée, les restrictions alimentaires et l'attribution des tables. Tout semblait correspondre à l'invitation au petit déjeuner. Puis, elle remarqua que les lettres des colonnes passaient de F à K, il y a des colonnes masquées, dit-elle. Elle sélectionna les colonnes visibles et choisit la commande pour révéler celles qui étaient dissimulées. La feuille s'élargit. Derrière les informations de placement, se trouvaient des champs codés qui n'avaient rien à voir avec le service du petit déjeuner, actifs liquides estimés, propriété du logement, fréquence des contacts familiaux, niveau de résistance, isolement émotionnel, stade d'approche actuel. Prochaine étape recommandée. Il y avait 38 profils. Certains étaient marqués comme contact initial. D'autres étaient répertoriés pour présentation de compatibilité, renforcement émotionnel, première demande ou escalade. Seuls 6 à 8 présentaient des entrées liées à l'enregistrement du piano ou à une demande de virement. Sinon appartenaient à des femmes que j'avais recommandées à Second Chapter. Ma chaise recula dans un crissement. Je les lui ai amenées. Birdie se détourna de l'écran. Tu croyais les amener à un groupe de soutien. Mon nom est dans la colonne source. Je voulais partir avant que quiconque ne puisse me regarder. La honte faisait de la porte le seul endroit honnête où aller. Birdie ne bloqua ni l'embrasure ni mon choix. Si tu sors parce que ça fait mal, dit-elle, nous serons toujours assises ici avec ce qui s'est passé. Ne transforme pas ta culpabilité en une autre façon d'abandonner les femmes qui ont été blessées. Je retournai à ma chaise.
Lorraine copia le fichier d'origine dans un dossier protégé sans le modifier. Elle enregistra le moment où il était apparu sur le disque partagé et conserva la notification prouvant pourquoi elle y avait accédé. Une autre colonne masquée contenait des expressions telles que allocation partenaire et frais de service APC. Adriane n'avait pas écrit commission ou part. Les étiquettes ressemblaient à du jargon administratif de routine. Lorraine compara une entrée frais de service APC avec le paiement de 285 € figurant sur son propre relevé bancaire. Le code, le montant et la date correspondaient. L'adresse de destination appartenait à Second Chapter Consulting. Le registre à lui seul n'expliquait pas chaque transaction, mais il mettait à mal l'affirmation d'Adriane selon laquelle Julien avait secrètement exploité une organisation dont elle ignorait tout. Sa société de conseil figurait à l'intérieur du même système de codage utilisé pour suivre l'argent des femmes. Plusieurs membres avaient déjà déposé des signalements individuels auprès de leur banque ou des bureaux de protection des consommateurs. Le groupe convint de ne pas discuter des blocages de comptes privés lors du petit déjeuner. Aucun représentant bancaire n'annoncerait le statut financier de qui que ce soit, et aucun enquêteur ne patienterait dans la pièce pour une arrestation théâtrale. Elle assisterait à l'événement, refuserait l'accord de confidentialité, conserverait le registre, et soumettrait leurs preuves plus tard via leur propre procédure. Toute personne choisissant de ne pas parler resterait protégée. Lorraine cliqua sur le profil codé de Birdie. La colonne source contenait mon prénom. À côté, Adriane avait écrit, recommandé par la sœur, seule, propriétaire de sa maison, aucun enfant à proximité. Le petit déjeuner du cercle des fondatrices commença à 9 h le jeudi matin, dans la salle de bal privée d'un hôtel de luxe près du lac Léman. La pièce était plus petite que le hall du gala, mais conçue pour créer la même impression. Du linge blanc recouvrait les tables, des chemises dorées attendaient à chaque place, et un écran derrière le pupitre affichait le nom de Julien au-dessus des mots héritage, indépendance et opportunité. Ruby était à l'école sous la garde d'Ethan. Elle savait qu'il y avait une réunion, mais elle n'en connaissait ni le lieu, ni la liste des invités, ni le plan. Son rôle s'était terminé lorsqu'elle avait reconnu la chanson. J'avais l'intention de faire en sorte que cela reste ainsi. Je m'assis au dernier rang, près de la sortie. Birdie, Lorraine, Estelle et les autres membres de la société prirent place plus près de l'avant, sous leur vrai nom. Aucune ne portait les fins bracelets en or qu'Adriane avait utilisés au gala pour séparer les cibles invitées des autres. Adriane entra à l'heure, vêtue d'un tailleur crème, et remercia les femmes d'être venues malgré ce qu'elle appela une douloureuse campagne de désinformation. Elle parla sans note et n'éleva jamais la voix. Ma sœur a toujours cru que la réussite financière était une forme de cruauté, déclara-t-elle. Maintenant, elle a impliqué une enfant qui aime attirer l'attention, ainsi que plusieurs membres qui sont, à juste titre, confuses. Mes mains se crispèrent sous la table. Birdie jeta un coup d'œil en arrière, une seule fois, puis regarda de nouveau droit devant elle. Elle n'avait pas besoin que je l'interrompe. Adriane invita tout le monde à signer l'accord de confidentialité contenu dans les chemises dorées avant que Julien ne commence. Pas une seule femme ne prit un stylo. Julien s'avança vers le pupitre comme si ce silence n'était qu'un simple retard de planning. Il présenta des graphiques sur la retraite, l'inflation, les prêts privés, et le danger de laisser des enfants adultes traiter des parents capables comme des personnes dépendantes. L'indépendance demande du courage, assura-t-il. Trop de familles appellent le contrôle de la protection. Elles effraient les femmes pour les éloigner des opportunités, parce qu'elles supposent que l'âge a affaibli leur jugement. Plusieurs femmes nous avaient dit que presque les mêmes mots figuraient dans leurs messages privés. Ils ne se contentaient pas de vendre un investissement, ils utilisaient leur peur d'être considérés comme incapables pour que chaque mise en garde sonne comme une insulte. Birdie leva la main. Julien sourit. Les questions suivront la présentation. Birdie se leva tout de même. Vous m'avez dit un jour que la solitude n'est pas une pièce vide. C'est avoir le cœur plein sans aucun endroit sur où le déposer. L'expression de Julien se figea une seconde. Estelle ouvrit un message imprimé. Philippe Grant m'a envoyé la même phrase. Sauf qu'il a dit aucun endroit digne au lieu de aucun endroit sûr. Lorraine lut sur son téléphone, Charles Ardent a écrit que j'avais passé trop d'années à être forte pour tout le monde, et que je méritais une personne qui protégerait ma douceur. Une femme à la table voisine leva son propre téléphone. Michael Dane aussi. Les phrases qu'Adriane et Julien avaient traitées comme des clés intimes devenaient ce qu'elles étaient vraiment, des répliques interchangeables tirées d'un script. Adriane s'avança vers Birdie. Vous avez toutes été exposées au même matériel en ligne.
Des formulations similaires ne prouvent rien, sinon que ces hommes se sont peut-être copiés les uns les autres. Les 6 femmes avaient convenu à l'avance de partager ce qu'elles possédaient. Elles ne firent pas toutes écouter le même type de preuve. Birdie diffusa l'enregistrement de piano de David. Estelle passa la version de Philippe. La performance était identique, jusqu'à la note mal placée et au faible carillon en fond. Gloria, rejoignant la réunion via un appel vidéo sécurisé, montra la même photo de petit déjeuner qu'un homme prétendait avoir prise pour elle ce matin-là à Zurich. Une autre femme brandit l'impression de la même photo envoyée depuis Boston à la même date. 2 autres lurent des messages d'urgence impliquant des entreprises différentes, des pays différents, et la même séquence de pression. Le schéma commençait toujours par la confiance, basculait dans l'urgence, et se terminait par le secret. Le fichier contenait 38 noms, mais seules 6 femmes présentes avaient atteint le stade de l'enregistrement ou de la demande directe d'argent. D'autres reconnurent les étapes antérieures, dîner privé, présentation de compatibilité, questions sur les interférences familiales, ou hommes disparus lorsqu'on leur demandait de vérifier leur identité. Adriane balaya les tables du regard. Vous avez peur, et on vous encourage à réinterpréter des expériences ordinaires. Birdie ajusta son appareil auditif. Ces appareils coûtent plus cher que les chaussures de Julien. Je l'ai entendu dire 7 000 € clairement au gala, et j'ai entendu David demander exactement la même somme sur mon téléphone. Quelques femmes rirent, mais pas Julien. Birdie déclara qu'elle avait refusé le virement. À Estelle, on avait demandé 6 800 €. À Gloria, 7 200. 2 femmes avaient envoyé 7 000 €. Une autre s'était arrêtée avant de l'autoriser. Celles qui n'avaient jamais été sollicitées financièrement racontèrent uniquement ce qui leur était arrivé. Personne ne prétendit que les 38 cas étaient identiques. Lorraine se leva la dernière. Charles m'a rendu 500 € sur mon premier transfert de 7 000 €. Il m'a ensuite demandé 94 000 €. J'ai arrêté ce virement mardi matin, et ma banque l'a suspendu à ma demande. Julien s'agrippa au pupitre. Adriane, tu m'avais dit qu'elle était prête. L'atmosphère de la pièce changea. Julien sembla entendre sa propre phrase seulement après qu'elle se fût échappée. Adriane se tourna vers lui si brusquement que le micro capta le son de son talon contre le sol. Je ne t'ai rien dit de tel, siffla-t-elle. Tu l'as marqué pour l'escalade. Adriane tendit la main vers l'interrupteur du micro. Lorraine ne haussa pas le ton. Vous avez téléchargé le registre du cercle des fondatrices dans le dossier de l'événement que j'utilise depuis 3 ans. J'ai été assigné pour vérifier la liste des invités et les notes sur les allergies. Les colonnes masquées incluaient 38 profils, des étapes d'approche, des estimations d'actifs, des contacts familiaux et des codes correspondant aux honoraires payés à Second Chapter Consulting. Adriane regarda dans ma direction. C'est l'interprétation de Gilles de nos dossiers administratifs. Je restais au dernier rang. Le registre original, sa notification de téléchargement et des copies non modifiées ont été conservées. Dis-je. Tout comme l'email proposant de payer les frais médicaux de Ruby si j'accusais publiquement Julien pour innocenter Adriane. Chaque femme décidera quel document de son propre compte elle soumettra à sa banque ou à l'agence appropriée après cette réunion. Aucun représentant de banque n'attendait pour annoncer des comptes gelés. Aucun enquêteur ne sortit de derrière un rideau. Lorraine n'avait parlé que de son propre virement. Les autres femmes gardèrent le contrôle sur ce qu'elles divulguaient. Adriane et Julien étaient libres de partir. Ce qu'ils ne pouvaient plus faire, c'était récupérer chaque copie, faire taire chaque titulaire de compte, ou forcer 38 personnes à dépendre d'une seule version des faits. Birdie regarda Julien. À qui appartient le domaine où vous avez organisé le gala? Il ne répondit pas. Le domaine est géré par une société de location d'espaces événementiels, précisai-je. Le piano a été livré pour le week-end, et la voiture argentée figurait dans l'inventaire d'une agence de location de luxe. Julien esquissa un sourire amer. Louer une propriété n'est pas une fraude. Non, rétorqua Birdie. J'ai loué ma robe de mariée et Gilles loue un utilitaire de travail. Le mensonge, c'est d'avoir utilisé ces choses pour nous convaincre que vous aviez de la richesse, du pouvoir et une autorité financière que vous n'avez jamais prouvée. La salle ne voyait plus un investisseur privé défendant sa réputation. Elle voyait un homme se tenant devant une crédibilité louée et une présentation bâtie sur leur peur. Julien sortit le premier. Adriane attendit que les portes de la salle de bal se referment derrière lui, puis demanda à me parler dans le couloir.
Je la suivis parce que Birdie avait hoché la tête, non pas parce qu'Adrian me l'avait ordonné. Le calme de ma sœur se fissura enfin. Tu m'as dit que Birdie se sentait seule, lâcha-t-elle. Tu m'as dit qu'elle faisait trop facilement confiance aux gens depuis la mort de son mari. Je n'aurais jamais pensé à l'inclure sans toi. J'ai recommandé un groupe de soutien. Je t'ai donné des informations que je pensais utiles pour l'aider à se sentir la bienvenue. Tu m'as fourni la cible. Le mot sortit trop facilement. J'ai aidé à mettre Birdie à ta portée, répondis-je. C'est ma responsabilité, et je m'excuserai sans lui demander de me faire sentir mieux. Mais je n'ai pas choisi de transformer son deuil en profil, d'inventer un homme, ou de prendre un pourcentage sur sa confiance. Adrian jeta un coup d'œil à travers les portes vitrées, vers les femmes qui rassemblaient leurs papiers. Tu penses qu'elles te protégeront quand ça deviendra public? Il ne s'agit pas de me protéger. Je peux encore limiter les dégâts. Elle baissa la voix. Il y a 37 autres dossiers, des notes, des historiques de contacts, des montants. Tout. Je te les donnerai si Birdie retire sa déclaration et dit que Julian l'a approché en dehors de la société. Je dévisageai ma sœur. Même après que la salle entière eut rejeté son scénario, elle croyait toujours que la vie des femmes se résumait à des documents qu'elle pouvait échanger. Adrian m'offrait les dossiers de 37 femmes en échange du silence de Birdie. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle ne réalisait toujours pas ce qu'elle avait perdu. Je ne négociais pas avec Adrian dans le couloir de l'hôtel. Les 37 dossiers n'étaient pas à elle pour les échanger, et la déclaration de Birdie ne m'appartenait pas pour la retirer. Je dis à Adrian que chaque femme déciderait pour elle-même de ce qu'elle allait signaler, de ce qu'elle garderait privé, et si elle voudrait un jour adresser à nouveau la parole à ma sœur. Puis je retournai dans la salle de bal. Birdie écouta pendant que je répétais l'offre d'Adrian. Elle n'eut pas l'air surprise. Lorraine ajouta la proposition à ses notes, et Estelle demanda si Adrian en avait mis une partie par écrit. Ce n'était pas le cas, alors j'enregistrai uniquement ce que j'avais personnellement entendu, l'heure, le lieu, et les mots exacts dont je pouvais me souvenir. Personne ne courut après Adrian dans le hall. Personne n'essaya d'arracher des aveux à Julian. Les femmes rassemblèrent les documents qui leur appartenaient et partirent par petits groupes. Plus tard dans la journée, celles qui avaient choisi de porter plainte soumirent leur dossier à leur banque, aux plateformes concernées, aux services de protection des consommateurs et aux enquêteurs chargés des plaintes associées. Les conséquences n'arrivèrent pas en une seule après-midi dramatique. Au cours des mois suivants, les enquêteurs relièrent plusieurs pseudonymes, des sociétés intermédiaires, des comptes de paiement et les registres de second chapter. Certains comptes furent restreints ou gelés pendant que les transactions étaient examinées. Plusieurs femmes déposèrent des plaintes civiles ou formelles. D'autres choisirent seulement de conserver leurs preuves et de couper tout contact. Personne ne promit que chaque euro serait récupéré. Personne ne put nous dire exactement combien de temps prendrait la procédure légale, et aucun jugement définitif n'avait été rendu la dernière fois que j'ai parlé aux enquêteurs. L'image de Julian s'effondra plus vite que l'affaire n'avança. Les plateformes hébergeant plusieurs de ces profils les supprimèrent ou les restreignirent après avoir reçu des plaintes et des documents d'identité. Les institutions financières examinèrent les comptes liés à ces pseudonymes et sociétés intermédiaires. Les organisations qui l'avaient présenté comme un investisseur cessèrent de retourner ses appels. Sans le domaine loué, la voiture de location, le langage d'emprunt et un public soigneusement sélectionné, il ressemblait moins à un puissant financier et plus à un homme qui avait compté sur le fait que les femmes ne compareraient jamais ce qu'il leur disait. Adrian ferma la Second Chapter Society en moins de 6 semaines. L'hôtel annula ses futurs événements. 2 partenaires communautaires mirent fin à leur contrat, et les organisations locales qui orientaient autrefois des veuves vers elles retirèrent ses brochures. Sa plus grande conséquence ne fut pas la perte d'une salle de bal ou d'un titre. Elle perdit l'accès aux femmes dont la confiance avait rendu son opération possible. Elle m'envoya une lettre en novembre. Adrian écrivait que les dettes l'avaient effrayée, que Julian avait peu à peu pris le contrôle, et qu'elle s'était convaincue que les profils de compatibilité n'étaient utilisés que pour créer de meilleures rencontres. Elle affirmait n'avoir jamais eu l'intention de faire de mal à qui que ce soit. La lettre contenait du chagrin, mais la responsabilité glissait entre chaque paragraphe. Les dettes l'avaient pressée, Julian l'avait influencé, l'organisation avait grandi trop vite, les femmes avaient mal compris les risques. Elle n'écrivit jamais la vérité la plus simple, elle avait choisi de vendre des informations privées sur des femmes qui lui faisaient confiance. Je ne répondis pas. Mon silence n'était ni une vengeance, ni un pardon.
C'était la limite qu'Adriane avait passé des années à m'apprendre à ne pas croire que j'avais le droit d'imposer. Les 6 clientes que j'avais personnellement recommandées à second chapter méritaient mieux que des excuses générales. Je rencontrais chaque femme séparément. Je leur dis que j'avais cru que l'organisation était sûre, que ma recommandation avait influencé leur décision, et que j'en étais désolé. J'offris des copies de tous les documents pertinents que je possédais légalement. Je ne leur demandais pas de me pardonner, de me défendre, ou de dire à quiconque que j'étais moi aussi une victime de la tromperie d'Adriane. 2 femmes acceptèrent mes excuses immédiatement. L'une d'elles dit avoir besoin de temps. Une autre me dit qu'elle ne voulait plus jamais aborder le sujet. Je respectais les 4 réponses. Des excuses cessaient d'être honnêtes dès l'instant où je m'en servais pour blanchir ma propre réputation. Birdie, Lorraine et Estelle ne créèrent pas de fondation nationale et ne devinrent pas les visages publics de la prévention contre les fraudes. Une fois par mois, elles réservaient la salle polyvalente derrière l'église de Birdie et organisaient un dîner. Personne n'était obligé de raconter son histoire. Personne n'était tenu de montrer des messages ou d'admettre avoir perdu de l'argent. Quiconque souhaitait un second avis sur une nouvelle relation, une demande d'investissement ou une photographie suspecte pouvait la porter sur la table. Birdie appelait cela le souper du second avis, car elle refusait de lui donner la dignité d'un nom de comité. À la seconde où nous faisons imprimer des vestes assorties, je m'en vais, prévint-elle. Estelle lui rappela qu'elle avait déjà commandé des serviettes de table assorties. Lorraine commença à réparer sa relation avec sa fille. Elles changèrent les mots de passe ensemble et rencontrèrent le conseiller financier de Lorraine, mais sa fille ne prit pas le contrôle de ses comptes. Lorraine prenait toujours ses propres décisions. La différence, c'est que demander de l'aide ne lui donnait plus l'impression de renoncer à son statut d'adulte. Ruby évita le piano pendant près de 2 mois. Je ne l'inscrivis à aucun concours pour prouver qu'Adriane avait échoué à la briser. Je ne postais pas de vidéos inspirantes, et je ne lui demandais pas de jouer pour les femmes qui la qualifiaient de courageuse. Chaque fois que je mentionnais la musique, je posais une seule question, comment aimerais-tu que ça revienne? Pendant des semaines, sa réponse fut qu'elle n'en savait rien. Ethan et moi avons gardé le reste de sa vie prévisible. Il l'emmenait chez le psy quand les rendez-vous tombaient pendant ses jours de garde. Je gérais les réunions scolaires pendant les miens. Nous partagions les informations sans transformer notre coopération en d'idylliques retrouvailles romantiques dont aucun de nous ne voulait. La sécurité de Ruby n'exigeait pas que ses parents retombent amoureux. Elle exigeait que nous soyons fiables. En décembre, Birdie décida de déménager dans une maison plus petite. Le piano droit de son défunt mari ne rentrerait pas dans son nouveau salon, alors elle l'offrit au centre communautaire. Ruby accepta d'aider à l'inspecter, mais seulement 6 personnes ne qualifiaient cette visite de performance. Le piano était plus vieux que notre synthétiseur et portait une légère égratignure sur le couvercle. Son dos central se bloquait quand Ruby appuyait doucement dessus. Je m'adossai au mur. Au moins, ce piano a une raison légitime de s'opposer à mon chant. Ruby me regarda pour la première fois avec l'expression qu'elle utilisait avant de faire une blague sur ma voix. Ça reste à prouver. Elle aida un technicien à nettoyer la mécanique et à libérer la touche. Une semaine plus tard, Birdie invita un petit groupe pour écouter l'instrument réparé. Il n'y avait ni caméra, ni donateur, ni discours, ni promesse de 7000 €. Ethan s'assit près du fond. Lorraine était venue avec sa fille. Estelle apporta des biscuits et insista sur le fait que ce n'était pas un pot de vin pour obtenir de la meilleure musique. Avant que Ruby ne s'assoie, je posai 2 doigts sur son poignet. Elle me rendit le signal. Tu ne dois à personne une performance parfaite, lui rappelai-je. Je sais, répondit-elle. Cette fois, je joue pour moi, et pour les gens qui écoutent vraiment. Elle commença par la mélodie que Julien avait envoyée sous différents noms. Birdie et Estelle reconnurent l'introduction et échangèrent un regard. Ma rare orchidée sauvage, murmura Estelle. Birdie secoua la tête. Je n'arrive toujours pas à pardonner l'erreur sur le nom de ma rue. Leur rire traversa la pièce sans masquer ce qu'elles avaient perdu. La honte n'appartenait plus aux femmes qui avaient fait confiance, elle appartenait aux personnes qui avaient transformé cette confiance en modèle économique. Ruby atteignit la partie où chaque version volée avait utilisé la même note mal placée. Puis, elle changea la fin. L'ancienne mélodie ne se terminait pas par la pause sentimentale de Julien. Ruby la porta plus haut, la laissa hésiter, et lui offrit une phrase finale qui ne sonnait ni seule, ni secourue. Elle sonnait choisie. Quand elle eut terminé, j'essayai de chanter la dernière note. Je la ratai.
Ruby regarda le dos central réparé, puis moi. Donc ce n'était vraiment jamais la faute du piano. La pièce rit, puis fit silence alors qu'elle replaçait ses mains sur les touches. La première fois que Ruby avait joué cette chanson, la salle s'était tue parce que des femmes avaient reconnu un mensonge. Cette fois, elles firent silence parce que la musique n'appartenait enfin à personne d'autre qu'à ceux qui avaient choisi de l'entendre.